Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire SEMJ en partenariat avec Fasterize, représenté ici par l'incroyable, j'ose le dire, Romain. Salut Romain, comment ça va? Salut Jérémy, quel accueil! Bonjour à vous qui nous écoutez. Est-ce que vous nous entendez sur le chat? Un petit oui. Si vous ne nous entendez pas, ça va être merci. Ouf, il y en a un qui nous entend. Parfait. Donc, sur le chat, voilà, il y a un chat. On est ravis de vous y accueillir en toute bienveillance, bien sûr. On essaiera de vous répondre un peu dans le chat de temps en temps. Vous avez une partie questions, un petit onglet questions. Vous pouvez mettre vos questions dedans et vous pouvez voter pour les questions que vous préférez. Hyper important, on suivra le vote, puisque nous respectons la démocratie, sauf si vraiment ça ne nous intéresse pas d'y répondre, on verra. Mais en tout cas, on fera le maximum pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pas traîner parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Hop, je vais enlever nos têtes, enfin, je vais mettre en tout petite, et Romain, tu vas te présenter pour commencer. Écoutez, moi c'est Romain et je suis donc Product Manager chez Fasterize sur la solution Edge SEO. Voilà. Mais top. Et moi, je suis Jérémy Condé. Alors, je vois qu'il y a une faute à mon nom. Je suis gêné, puis c'est moi qui l'ai écrit. Je suis Head of SEO JO chez Samji depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc, je gère l'équipe de consultants SEO JO. Donc, on est une douzaine dans l'équipe. Est-ce que tu veux nous parler de Fasterize, s'il te plaît? Yes. Alors Fasterize, on est éditeur de solutions SaaS, nous depuis maintenant 12 ans. On a deux solutions historiquement dans la web perf, donc EdgeSpeed, qui permet d'améliorer la web perf de vos sites, tout ce qui est Core Web Vitals pour les SEO. Pour deux raisons simples, l'expérience utilisateur de vos clients et améliorer pour les e-commerçants les paniers moyens. Et maintenant, il y a 3 ans, on a lancé une solution qui s'appelle Edge SEO, qui a pour ambition de redonner de l'autonomie aux consultants SEO. Top. SMJ, nous sommes qui? Nous sommes quoi? Nous sommes une solution alimentée par l'IA à fond, à fond, à fond, qui est destinée plutôt aux grandes entreprises, aux organisations mid-market dans le monde entier. Et l'idée, c'est d'aider les équipes marketing à écrire plus, à écrire mieux et à écrire plus vite. Voilà qui nous sommes. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet parce que, comme je l'ai dit, on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Nous allons parler du concept du fan-out, focus web perf et LLM, du chunk et fanine, vous allez voir, c'est passionnant, le Edge SEO, bien entendu, et Topic Cluster. Et puis après, on répondra à vos questions. C'est parti, Romain. Et avant tout ça, on va planter un petit peu le décor du search, parce qu'il y a quelques années, le search, c'était simple, un moteur Google et une méthode, le SEO. Et après, tout s'est accéléré, Facebook, YouTube, on a eu l'iPhone et la révolution du mobile first. Le web s'est petit à petit, finalement, fragmenté. Ensuite, on a eu les Amazon, Booking, Airbnb, Instagram, des carrefours de trafic avec chacun ses propres règles. Les points d'entrée se sont multipliés. Le fameux Search Everywhere que vous entendez un petit peu partout. Aujourd'hui, TikTok, Pinterest. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui nous fait tous trembler un petit peu, l'IA, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, Mistral pour les Français. Et déjà, les agents autonomes qui pointent le bout de leur nez. Aujourd'hui, on est entré dans une ère où les moteurs de recherche conversationnels explorent le web en ouvrant plusieurs requêtes à la fois pour construire la meilleure réponse possible. Les IA, elles utilisent un concept que Jérémy va vous présenter, le fan-out. Hop, eh bien c'est parti, je vais juste tourner, si ça veut bien tourner. Le fan-out, c'est quoi? Donc c'est un concept qui existe à travers un autre concept, qui est le fan-in, que je vais développer par la suite. Mais déjà, pour bien comprendre les définitions, le fan-out, c'est quoi? C'est vous poser une question à ChatGPT, à n'importe quel LLM, et il va déconstruire ce prompt en plusieurs sous-requêtes. OK, afin de bien comprendre l'intention de l'utilisateur et d'explorer différentes formulations, sources et modèles. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, il y a la partie fan-in, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il va récupérer dans le fan-out, eh bien, il va l'agréger pour vous fournir une réponse. Donc ça, c'est les deux concepts hyper importants.
Donc, je donne un exemple. Je prends un prompt autour voilà, pourquoi la pizza à l'ananas fait-elle débat? Voilà, je ne sais pas si vous êtes des fans de pizza à l'ananas, mais je sais qu'il y a des tensions autour de ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le LLM il va déconstruire ce prompt en plusieurs sous-requêtes. Donc ici, j'ai pris quelques exemples. Il faut savoir hein, que ce n'est pas toujours les mêmes sous-requêtes d'ailleurs qu'il va appeler. Il s'adapte. Mais en gros, il va appeler une pizza ananas controverse, une première requête. Puis après, pourquoi la pizza hawaïenne divise, l'avis des chefs italiens, et puis l'opinion publique, voilà, par exemple. Et le système, il va collecter des réponses sur chacune de ces requêtes, les réponses qui lui paraissent en tout cas les plus pertinentes pour l'utilisateur, pour répondre à l'utilisateur. Ensuite, il y a la partie fanine, donc les réponses qu'il a récupérées, il va les synthétiser, il va prendre ce qui l'intéresse, et après, il va faire sa réponse finale. Voilà. Il y a un problème de son, je crois. J'espère que vous continuez à bien m'entendre. Il y a la solution, donc derrière tout ça, il y a le grounding. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, hein, qui permet simplement c'est un processus en gros qui consiste à connecter la réponse générée par le modèle à des sources de données externes. Donc, en gros, le LLM va aller se connecter à Internet. Par exemple, s'il est connecté à votre cloud, à votre cloud, il va pouvoir aller chercher des réponses, etc., etc. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que via le prompt utilisateur, le LM, en fait, il va avoir une réflexion. Et cette réflexion va le mener à est-ce que je lance un fan-out, donc des sous-requêtes, ou pas. L'objectif, c'est quoi hein? C'est finalement de réduire le taux d'hallucination et d'avoir un taux d'hallucination le plus bas possible. Donc, il va vérifier est-ce qu'on attend une réponse factuelle ou statistique? Est-ce que c'est une réponse qui attend de la fraîcheur des informations récentes? Par exemple, est-ce qu'il y a de la controverse sur ces sujets, comme la pizza à l'ananas? Et si oui, tout ça, il va vraiment falloir qu'il sous-requête la requête principale pour pouvoir répondre correctement. Donc, comment ça se passe? Je repars sur la pizza à l'ananas, bien entendu. J'ai mes sous-requêtes et chaque sous-requête, il va y avoir une SERP qui va être ouverte, Google en l'occurrence. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, le système du LLM, il va regarder d'abord les informations qu'il y a sur la SERP. Donc, il va regarder en gros les URL qu'il va trouver, les titres et ce qu'on appelle les snippets descriptifs, qui peuvent être des métadescriptions ou autres informations qui peuvent apparaître dans les SERP. Là, c'est important, c'est parce que le LLM, en gros, les informations qui vont lui permettre de faire un choix de sources, elles sont déjà dans la SERP. Donc, il faut avoir toute cette partie-là plutôt bien optimisée. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'appuyer sur différents critères, qui est donc la pertinence d'une snippet, donc l'information, le texte. Est-ce que dans ce texte, il y a déjà au préalable des bouts de réponse qui lui disent « Ok, je vais aller voir plus loin, je vais aller voir dans le texte, dans la source ». Il va vérifier si en effet la source elle est crédible ou pas. Donc, en gros, est-ce que le site qu'il connaît, est-ce que lui, il estime que c'est un site de qualité ou pas, ce qui va lui permettre de le choisir ou pas. Et puis après, ce qu'il apprécie aussi, le LM, c'est la diversité, c'est-à-dire qu'il n'attend pas que tout le monde donne la même réponse. Il attend de voir est-ce qu'il y a des réponses un petit peu différentes qui permettent de mettre un petit peu de nuance. Donc ça, c'est intéressant. Il faut noter hein, que lorsqu'il y a une SERP qui est ouverte, le LM, il ne va pas tout ouvrir. Il ne va pas aller ouvrir toutes les sources, tous les résultats. Donc, il va faire des choix. Et ces choix-là, c'est sur ces choses que je viens de présenter. Donc, je donne un exemple sur le snippet le snippet descriptif. Donc, vous avez une sous-requête qui est là. Pourquoi la pizza hawaïenne divise? Donc, j'ai mon prompt, j'ai plusieurs sous-requêtes. Je prends cet exemple-là. Et dans la SERP, on peut avoir ce genre de snippets qui peuvent apparaître. Donc, le débat sur la pizza hawaïenne, typiquement, c'est un conflit qui oppose les puristes italiens à une culture de mélange salé, pardon. Et donc là, pour lui, c'est plutôt un snippet qui semble répondre, en tout cas, le site en tout cas qui est derrière tout ça, semble répondre à l'intention de l'utilisateur. Donc, il va dire, OK, là, c'est une pertinence élevée, je vais le garder. Puis après, il va regarder un autre snippet, par exemple, on va voir comment faire une pizza hawaïenne. Donc là, c'est une recette, ça n'a pas de sens dans l'intention de l'utilisateur, ça n'y répond pas, donc il ne va pas le sélectionner.
Après, il va tomber sur une étude qui montre que la pizza à l'ananas s'active des récepteurs umami. Donc, c'est une étude scientifique, donc ça, c'est intéressant pour lui parce que c'est un argument pour les pro-ananas. Donc, il va se le mettre de côté. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une pertinence élevée, mais en tout cas, il y a une pertinence modérée, donc il se la met de côté pour éventuellement donner la réponse ou pas. Et puis l'historique autour de la pizza à la hawaïenne, à l'ananas, pardon. Là, c'est intéressant parce que c'est vrai que la pizza, c'est italien, mais là, la pizza hawaïenne, c'est canadien. Donc, ça peut être intéressant dans sa réponse de l'expliquer. Voilà comment il va analyser ce genre de choses. Donc, pourquoi la pizza hawaïenne divise? Donc, on est toujours dans la sous-requête sélectionnée. Voilà la SERP à quoi elle ressemble au moment où, en tout cas, j'ai préparé le webinaire. On va avoir Géo, on va avoir la boutique du jetable, comme résultat Reddit, Europe1.fr. Et donc là, j'ai fait une petite expérience. J'ai demandé à Gemini et à ChatGPT de me noter sur 5 la fiabilité des sources de la SERP en question. Ce qui est assez rigolo, c'est que les deux m'ont donné exactement les mêmes notes. Donc, je n'ai pas réessayé 1000 fois, mais en tout cas, sur cet exemple, ils m'ont donné la même note en me disant que la source la plus fiable pour eux, c'est Europe 1, et ensuite, c'est Géo. Et ils m'expliquent pourquoi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette partie autorité, crédibilité de la source, ça va aider à sa pondération dans le choix de ses sources pour donner une réponse. Donc, c'est hyper intéressant. Et on voit typiquement la boutique du jetable qui est bien positionnée dans la SERP, qui a en tout cas une fiabilité très, très faible. En tout cas, lui, il estime que ce n'est pas du tout un site qu'il devrait sélectionner sur le principe. Et donc le troisième point, je vous disais, la diversité, c'est important, pour être sûr de couvrir, l'ensemble des informations qu'il y a sur un sujet, sur la pizza à l'ananas. Il faut expliquer qu'en effet, il y en a des pros, il y en a il y en a des contre, et il faut traiter tous les sujets et pas se limiter à: «Je suis pour, la pizza à l'ananas et donc je ne parle pas de ce qui ne me plaît pas». Voilà. Lorsqu'on a le résultat de ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est de regarder les sources qu'il a utilisées. Donc, il y a des sources qui n'étaient pas forcément dans la SERP, en plus, donc peut-être qu'il est allé chercher d'autres choses ailleurs, il y a sa connaissance aussi. Et puis, il y a une chose qui est étrange, c'est que, comme vous pouvez le voir, dans les sources principales, on a trois gros journaux, même Combini d'ailleurs, nationaux, très connus, etc., donc ils font référence. On a ici l'IREPSPDL.org, qui est donc un organisme d'État, avec un PDF. Donc tout ça, il a choisi de sélectionner ces sources-là parce qu'elles sont fiables, mais il a aussi sélectionné la boutique du jetable. Donc c'est un site qui vend des assiettes, des verres jetables, etc. Donc, il n'y a pas trop de raisons qu'il le choisisse. Donc, je lui ai demandé: «Pourquoi tu as choisi ce site?» Et en plus, tu lui donnais une note de 1 sur 5 juste avant. Et il me dit: «D'abord, il y a un snippet qui est de qualité. Ensuite, il me dit que la visibilité, c'est-à-dire le classement dans la SERP, est élevé, donc pour lui, ça reste un bon choix». Donc, c'est-à-dire qu'il s'appuie finalement sur le choix de Google, il fait confiance à Google. Et puis facile d'accès, c'est-à-dire que le contenu, la page s'ouvre vite, etc. Donc néanmoins, ChatGPT me dit que c'est une erreur, il n'aurait pas dû le sélectionner, mais quand même il l'a fait. Donc ça montre aussi les limites des LLM aujourd'hui encore. Donc parfait, ça fait une super transition pour parler donc du fait que le contenu pour le site d'assiettes jetables était facile d'accès, donc rapide. Du coup, on va parler webperf avec toi, Romain. Yes. Par contre, tu nous as pas dit si c'était plutôt team pizza hawaïenne ou pizza napolitaine. Euh, On veut savoir quand même. Plutôt napolitaine pour ma part. Oui. Donc, pardon. Donc, Jérémy vient de nous montrer comment fonctionnait le concept de fan-out. Le modèle, il ne fait pas une seule requête, il en fait plusieurs, explore différentes formulations et parfois, il va même consulter directement certaines pages pour récupérer le contenu. Et ça, comme le disait Jérémy, ça pose une question intéressante. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand un LLM ouvre une page, est-ce qu'il la lit vraiment? Est-ce qu'il la comprend en entier? Et surtout, est-ce qu'il l'abandonne si elle est trop lente ou trop lourde? Autrement dit, quid de la webperf
pour les LLM? C'est une question que commencent à explorer certains SEO, hein, et une première étude menée par Dan Taylor, donc, qui est un SEO Tech UK, qu'on reverra un petit peu plus tard dans la présentation, qui s'est justement intéressé à ce lien potentiel entre les Core Web Vitals et la probabilité qu'une page soit citée dans les réponses générées par l'IA. Donc l'étude, elle a été réalisée sur 2138 sites. Les résultats, hein, ce n'est pas définitif, mais ça montre quand même une tendance. Et on vous a ajouté le lien, hein, vous pourrez retrouver dans le PDF que vous aurez à la fin, pour aller lire l'article, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les pages les plus stables, celles avec un CLS, hein, donc le CLS, c'est Cumulative Layout Shift, c'est ce qui permet de mesurer la stabilité dans la page. Vous savez, par exemple, vous avez une bannière qui apparaît et qui décale tout le contenu, c'est ça le CLS. Et quand il est inférieur à 0,1, les sites ont été cités environ 30% plus souvent. Celles dont le LCP, le Large Contentful Paint, est inférieur à 2,5 secondes apparaissent près de 1,5 fois plus souvent. À l'inverse, les pages dont le HTML dépasse 1 MO voient environ 18% de leurs requêtes abandonnées, et le TTFB, qui est la première réponse du serveur, quand il est inférieur à 200 millisecondes, semble associé à une légère hausse de la densité des citations, plus 22%. Encore une fois, il faut rester prudent. On ne peut pas parler de causalité ici, mais le signal quand même est là. Les modèles semblent favoriser les pages rapides, légères et faciles à charger. Et quand on sait qu'ils doivent en ouvrir plusieurs en parallèle dans un process de fan-out, hein, quand ils veulent vraiment récupérer le contenu de la page, on comprend pourquoi finalement la web perf peut être un sujet. On a parlé de web perf, de fan-out, la façon dont les LLM finalement plongent pour aller chercher l'information. Mais une fois qu'ils ont tout récolté, il faut remonter tout ça à la surface et faire le tri. C'est la fameuse phase du fanning, un peu finalement, hein, comme une baleine qui remonterait à la surface pour nous faire un petit coucou. Et ça, Jérémy va vous l'expliquer. Super, merci. Je fais transition parce qu'en effet, on va parler baleines. J'aime bien parler des baleines pendant les webinaires. J'en profite. Donc, alors, je parlais du fan-out. Donc, on va encore parler un petit peu de fan-out parce qu'on va parler du processus de chunking qui est hyper important. Et après, on part sur le fan-in. Tout ça se goupille bien. Donc, j'ai parlé au début de la phase de sélection, hein, donc, comment la sélection se fait. Et puis après, donc, il va y avoir la partie chunking, c'est-à-dire que lorsque le LLM découvre une page, son contenu, il va le fragmenter, il va le découper en fragments, ce qu'on appelle de taille optimale, donc ça va dépendre des LLM. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et donc, en gros, à quoi ça sert? C'est j'ai un article, très long article, et le LLM, en fait, il va le découper en plusieurs fragments, et ces fragments, en fait, il va les étiqueter, il va finalement les thématiser, les sous-thématiser, afin de savoir où aller récupérer les informations le plus simplement possible. Il faut noter qu'en fait, que les LLM, forcément, ils ont besoin d'énormément de ressources pour analyser tout ça, et ils ne peuvent pas juste récupérer un contenu et le connaître par cœur et l'indexer tout simplement. Donc, ils vont faire ce système de chunking et d'étiquetage pour savoir où aller récupérer les informations. Et ensuite, une fois qu'il a fait son chunking, il va pouvoir synthétiser sa réponse. Donc, on va entrer dans les détails juste après. J'ai pris un exemple, donc la baleine bleue. Donc, j'ai pris la page Wikipédia, la fameuse baleine bleue, voilà, il y a un bel article sur Wikipédia. Et donc, j'ai demandé alors je ne sais plus si c'est Gemini ou ChatGPT, je varie avec les deux, de me fragmenter en chunks, comment lui le ferait normalement, donc l'article. Donc, il m'a fait 17 chunks, et chacun font 699 caractères environ. Donc, c'est la meilleure façon pour lui, en tout cas, de fragmenter ce contenu. Et il va l'étiqueter, ce contenu, et chaque chunk va avoir son étiquetage, donc ou du tag, hein, si vous préférez. Et donc là, j'ai mis un exemple sur la droite, l'ensemble des tags qui ont été créés. Alors, je n'ai pas tout mis, mais typiquement, sur la question « Quelles sont les menaces actuelles pour la baleine bleue ?» Donc ça, c'est mon prompt. Forcément, le LLM, il ne va pas aller chercher des étiquettes qui parlent du champ, des fanons, du poids. Il va aller chercher des étiquettes qui vont évidemment répondre à cette question autour des menaces. Donc, ça tombe bien, il a fait une étiquette menace. Il a fait une étiquette statut ICN, hein, qui est un organisme qui compte en gros les baleines pour savoir si en effet elles sont en danger ou pas.
Les statistiques sur la population, forcément, hein, si moins on a de population, plus elles sont en danger. Et puis la chasse, qui est vraiment une des menaces pour les baleines. Donc là, c'est intéressant, c'est que donc il a un grand contenu avec plein de chunks, et il va évidemment ne garder que les chunks qui l'intéressent. Donc, par exemple, sur la question quelles sont les menaces actuelles pour la baleine bleue, il va garder les chunks 1, 2, 15 et 16, donc lui, il les numérote, et il va ignorer tous les autres. Et ces chunks-là, ce sont des bouts de texte, et cela, il va pouvoir les synthétiser et permettre de faire une bonne réponse pour vous. Donc, la question, en réalité, une fois qu'on a compris que nos contenus étaient fragmentés comme ça, ce qui est important, c'est comment je fais pour avoir un chunking efficace. C'est comment je fais pour que le LLM, lorsqu'il va faire sa fragmentation, je m'assure que les chunks soient correctement étiquetés. Parce que si, en gros, dans votre chunk, vous avez une multitude d'informations qui se contredisent ou qui se répètent, etc., ça va être très compliqué pour faire l'analyse. Et donc, finalement, il risque de ne pas vous sélectionner. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que les titres qu'on va utiliser, ils vont être parlants. Parlant, ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu de dire « je veux parler des menaces, je fais un H2 ou un H1 menace », en fait, je vais faire un titre explicite, qui est finalement une sorte de synthèse de vos paragraphes ensuite. Souvent, en webinaire, j'ai dit que c'était toujours intéressant d'avoir une synthèse de vos parties, de vos sections. Mais en fait, cette synthèse, elle peut très bien finalement être votre titre, parce que votre titre, il va donner les informations qui vont permettre de bien étiqueter votre contenu. Donc, typiquement, au lieu d'avoir menace, on va parler des dangers de la baleine bleue, les collisions navales, le PCB, qui est un élément chimique très nocif, et perturbation de la communication acoustique, par exemple. Donc ça peut être votre titre, qui est très parlant à la fois pour l'IA, mais aussi pour l'être humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des humains qui les lisent, bien entendu. Et ensuite, pour aider au chunk, vous allez faire une idée paragraphe, par paragraphe. Vous vous bornez à ça, donc typiquement, vous allez avoir paragraphe 1, ça va parler des collisions, le deuxième va parler des piégeages, le troisième, pollution sonore, et le quatrième, par exemple, des PCB. Vous vous organisez correctement, vous avez un contenu avec une hiérarchie logique qui va être représenté finalement par vos H2, vos H1, etc. Et vous n'hésitez pas, ça marche très bien, c'est de faire des listes ou des tableaux. Donc typiquement, là, ça parle de baleine bleue par exemple, vous pouvez faire un tableau sur les sous-espèces de baleine bleue et où elles se trouvent dans les océans, où est-ce qu'elles vivent, pardon. Donc ça peut être intéressant et ça permet aussi de mieux structurer, de mieux comprendre le contenu pour les LLM. Autre bonne pratique, faites des phrases directes et courtes, évitez les subordonnés qui sont interminables, luttez contre vos démons du style, oubliez vos cours de grammaire peut-être un peu, mais vraiment allez droit au but. Phrase directe, c'est beaucoup plus simple pour les LLM à comprendre, et même pour les lecteurs, hein, d'ailleurs, quand on a un style un peu lourd, ça ne donne pas envie forcément de rester. Et puis aussi, le fait d'avoir des phrases directes, ça évite d'avoir un chunking qui coupe en plein milieu, parce que les chunks, vraiment, ils sont tous à la même taille, donc ils risquent parfois de couper en plein milieu, et ça peut être évidemment problématique s'il y a une idée qui est développée et qui est bien coupée au milieu. Les définitions en début, c'est très bien, comme ça vous avez votre chunk qui a bien la définition lorsque vous parlez de quelque chose, et puis éviter le côté répétitif qui ne sert strictement à rien. Le chunk, il a besoin de nouvelles informations, il n'a pas besoin que les informations soient redondantes. Ensuite, pareil, toujours pour un chunking efficace, incluez des dates le plus possible. Alors évidemment, ça va dépendre des sujets, mais lorsque vous avez des statistiques, lorsque vous avez des faits, mettez des dates, parce que ça donne quand même de l'ancrage au LLM pour bien comprendre de quand ça date, est-ce que c'est frais comme information, etc. etc. Mentionnez toujours vos sources, et des sources de qualité. Si vous mettez mon blog, merci, mais vraiment, ça ne va pas vous aider. Donc, allez chercher des sources sur l'UICN, typiquement, ça sera beaucoup plus intérêt, des sources gouvernementales, Wikipédia aussi, c'est très, très bien. Et puis, mettre les faits en évidence, bien entendu. Ça permet, donc avec du graph, typiquement, ça permet aussi au LLM de s'appuyer, parce que comme il récupère le HTML, ça permet au LLM de savoir ce qui est important ou pas. Ça peut aider. Hop.
Et quid de la fraîcheur, hyper important, on ne le dit pas assez, peut-être, ou peut-être qu'on le dit trop, ça dépend, mais vraiment la fraîcheur, ça influence la sélection des sources. Donc, si vous avez un contenu qui est vieillissant, qui n'est pas très à jour, etc., le LM ne va pas être très intéressé. Il veut les dernières informations, parce qu'en fait, les anciennes informations, il les a. Il les a dans sa base de connaissances. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher des informations qu'il n'a pas. Et donc, l'intérêt, c'est que ce soit vous qui lui donniez. Donc, hyper important d'être bien à jour. Et puis, ça va aider aussi à la pondération de la hiérarchisation de la synthèse, en fait. Évidemment, il va mettre les informations nouvelles et plus importantes en début, et puis si donc il vous cite ou il vous mentionne, vous aurez votre marque ou un lien, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas, vraiment, ça joue beaucoup. On l'a déjà vu, nous, avec pas mal de clients. Et puis, pour finir, juste, on entend très souvent le principe de RAG. Alors, j'aurais peut-être dû le mettre dès le début, mais maintenant que je vous ai bien expliqué comment ça fonctionne, fan out et le fan, enfin, j'espère l'avoir bien expliqué, fan out et fan in. Donc, le fan in va vous permettre de générer à la fin une synthèse. Et tout ça, en fait, derrière, il y a une architecture qui s'appelle le RAG. Donc, ça part du prompt. Et en fait, le RAG, il va donc lancer le fan out, le chunking. Ensuite, il va faire un prompt, en fait, avec des instructions pour synthétiser la réponse, qui va reprendre la question de l'utilisateur et qui va chercher les chunks. Donc là, on est sur l'augmentation. Donc, on a une question, donc comment on fait pour répondre? Donc, on est dans la partie augmentation. Et puis après, il y a la génération, toute la partie fan-in, c'est comment, sur la base des chunks qu'on a récupérés dans la partie augmentation, on fait une synthèse pour générer une réponse. Et maintenant, on passe au Edge SEO, Romain. Yes. Merci Jérémy pour toutes ces informations. Alors, je vais juste repasser là avant. J'aimerais vous poser une question très simple. Dans la salle, vous savez, Jérémy vous a donné beaucoup d'infos. Peut-être que vous allez repartir et vouloir tester plein de choses tout de suite pour voir un petit peu les impacts. Mais êtes-vous plutôt dans la team qui déploie ses recommandations en quelques minutes ou celle qui attend des jours, des semaines, voire des mois pour ajouter un simple texte SEO sur une page catégorie? C'est exactement le sens de cette phrase. Dans ce nouvel écosystème IA, la vitesse de déploiement de vos recommandations SEO et la mise en place d'une démarche de test and learn ne sont plus un luxe. C'est vraiment ce qui fera la différence. Et je peux vous assurer, on rentre de Brighton, en Angleterre, où AI Overview a déjà été déployé. Et quand il va être lancé en France, qu'un jour ça finira bien par arriver, ça va swinguer, parce qu'il y a beaucoup de mouvements en Angleterre, de perte de trafic, etc. Alors n'attendez pas pour vous mettre en mouvement, commencez dès maintenant. Qui dans la salle, qui plutôt derrière l'écran, a déjà entendu parler du concept de Edge SEO? Je vais vous laisser répondre. OK. Mais la vraie question qu'on doit se poser réellement, c'est combien d'entre vous peuvent déployer une recommandation SEO sans passer par un ticket Jira, un sprint de dev ou une validation DSI? À mon avis, il n'y en a pas grand monde ici. Alors, c'est quoi le concept de Edge SEO? Vous voyez ce grand barbu au milieu, là, en photo, c'est Dan Taylor. C'est le fameux SEO Tech UK qui a réalisé l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est lui qui a popularisé en 2018 le concept de Edge SEO. À l'époque, il avait une intuition très simple. Et si, en tant que consultant SEO, je pouvais déployer mes recommandations SEO sans dépendre de mes équipes de dev? Et si on pouvait avoir l'équivalent finalement d'une solution comme ABTST ou Caméléon, que les équipes marketing utilisent déjà depuis des années pour s'affranchir des équipes IT, pour tester, apprendre et itérer. Edge SEO, c'est exactement ça, mais pour les consultants SEO. C'est la capacité de déployer vos recommandations SEO de manière autonome, en temps réel, et de valoriser in fine votre expertise métier sans attendre qu'un sprint ou un ticket parte en dev. C'est la plus grosse frustration, moi, que je vois au quotidien quand j'échange avec les SEO, c'est ça, c'est vous avez des belles roadmaps, des belles idées, des belles stratégies, mais malheureusement, une grande partie d'entre vous n'ont pas les bons outils pour pouvoir les déployer de manière autonome.
Pour information, c'est un concept aussi qui est WebPerf friendly et nous, chez Fastorize, ça nous tient évidemment à cœur. On est une solution WebPerf parce que toutes les modifications, toutes les optimisations que vous allez faire en SEO, elles vont se faire côté serveur sans un script JS, hein, comme on peut les avoir avec les solutions d'A/B testing. Et c'est ça la grande différence notamment. Donc, aucun impact très important sur la vitesse de chargement de vos pages. Et surtout, on pense que c'est un concept qui va changer l'approche du métier de SEO parce qu'on ne se contente plus d'auditer et de faire des recommandations. On agit, on teste et on mesure. C'est le passage du faire au faire soi-même. Ce type de solution, ça va vous redonner 3 skills essentiels parce que vous allez pouvoir récupérer de l'autonomie. C'est la première parce que vous n'allez plus attendre personne pour avancer dans votre roadmap. Vous déployez vos recommandations quand vous le décidez. Vous avancez sans attendre, vous déployez sans dépendre. Et cette autonomie, ça va vous redonner de la vélocité parce que chaque idée peut devenir un test en quelques minutes seulement. Et cette vélocité, vous allez pouvoir la mettre au service du test and learn parce que vous pouvez itérer, mesurer, recommencer en quelques minutes seulement et toujours de manière autonome. Le test and learn, moi, ce que j'aime bien dire, c'est votre laboratoire de recherche. C'est ce qui vous permet toujours de garder une longueur d'avance sur vos concurrents. Et en parlant de test, une petite question un peu provocatrice. Et si le HTML n'était plus le langage de prédilection des bots AI? En tant que SEO, c'est justement ce genre de questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Celle-là et plein d'autres. Parce que si le moteur finalement de recherche conversationnelle ne lise pas les pages comme un bot classique, alors il est peut-être temps de tester d'autres formats et de voir si ça change quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on va expérimenter maintenant avec le Markdown. Alors, commençons par étudier la différence entre une page HTML brute à gauche et sa version convertie en Markdown à droite. Pour information, le Markdown, c'est un langage de balisage plus léger que le balisage classique, qui est le HTML, qui permet de structurer du texte en utilisant une syntaxe minimaliste et lisible. Dans cet exemple, le même contenu à gauche et à droite, donc à gauche, il passe près de plus de 900 000 tokens et on le passe en Markdown à 8 000. Et quand on sait que chaque token compte dans le coût d'une requête API, on comprend vite l'enjeu. Traiter une page HTML complète coûte environ 2 $, contre à peine 2 centimes en Markdown. Pour information, un token, c'est une unité de texte comptée par les modèles IA et chaque unité consommée a un coût. Autrement dit, chaque fois qu'un modèle doit analyser le contenu d'une page, ça lui coûte du temps et de l'argent. On peut donc raisonnablement tester l'hypothèse que si on lui propose une version plus légère et plus claire et plus lisible, potentiellement, il appréciera davantage. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, les pages les plus rapides et les plus légères sont déjà celles qui ont le plus de chances d'être citées par les moteurs AI. Je fais même une prédiction ici devant vous. Alors, c'est enregistré, on pourra se la repasser d'ici quelques semaines, un mois ou plusieurs années, je ne sais pas quand. Mais je pense qu'après le Markdown, il y aura même un autre format qui va émerger, qui sera encore plus lisible potentiellement pour les bots AI. Si on regarde maintenant pourquoi le Markdown pourrait fonctionner mieux, c'est assez simple à comprendre. Une page HTML, c'est du bruit pour un bot AI. Elle contient un menu, des scripts, des CSS, des publicités, un footer, du tracking. Tout ça n'a aucune valeur sémantique pour un modèle de langage. Résultat, il dépense des tokens à lire du contenu inutile. Le Markdown, lui, c'est du signal pur. On ne garde que la structure logique, les titres, la liste, les tableaux, le texte essentiel. C'est un format beaucoup plus lisible que les modèles comprennent naturellement et qui limite les erreurs d'interprétation ou les hallucinations. D'ailleurs, souvent, quand on fait des prompts sur ChatGPT ou dans les GPTs, une des bonnes pratiques, c'est de formater le prompt avec aussi du Markdown. En clair, le contenu Markdown, c'est un contenu prêt à être compris, pas juste à être crawlé. Et je vais vous montrer avec Edge SEO à quel point c'est simple de pouvoir transformer vos pages en Markdown. Donc, je vais vous partager mon écran 2 minutes. Hop.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la solution Edge SEO. Et à partir de, voilà, vous avez un panel d'applications sur lequel vous pouvez répondre à toutes vos problématiques du quotidien en SEO. Et là, on va utiliser l'application recommandation SEO. Donc, la recommandation est déjà en place. Et on va aller donc sur cette page. Cette page HTML, on va… alors, il n'y a plus de son ou il n'y a que vous, Louisa? Toi, tu m'entends, Jérémy? Parce que Moi, je t'entends très bien. Ouais. Ok, donc ça doit être un problème… Ok, bon, je continue. Donc, il y a donc cette page qui est au format HTML. Donc, si je fais voilà, ça, par exemple, hop, vous allez voir, c'est tout ce contenu-là qui n'est pas forcément utile pour donc les LLM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider, alors là, c'est un peu arbitrairement, hein, de récupérer uniquement le titre, la première description et la description ici pour la transformer en Markdown et la communiquer uniquement quand c'est un bot AI qui vient consulter la page. Donc là, j'ai ciblé la page. On peut évidemment cibler toutes les pages produits, toutes les pages catégories, ce que vous voulez. Et ensuite, on va utiliser une recette qui s'appelle HTML to Markdown où on va cibler via des sélecteurs CSS les contenus qu'on veut transformer en Markdown. On peut aussi récupérer les métadatas, tout ce qu'il y a dans le head de la page. Ici, je ne l'ai pas fait, c'est juste pour la visibilité, mais moi, je vous invite quand même à le faire parce que souvent, on a les données structurées et ça peut être utile quand même de les conserver. Donc maintenant, je vais me faire passer pour un bot AI. Voilà, à l'aide d'un petit plugin qui s'appelle ModHeader. Je réactualise la page. Hop. Voilà, et vous voyez, donc maintenant, on n'a qu'un contenu en Markdown, donc beaucoup plus léger, beaucoup plus lisible pour un LLM. Et un petit coucou SMJ, ça c'est juste pour vous montrer qu'à partir de la solution, vous pouvez aussi injecter des contenus qui seraient peut-être spécialisés pour le LLM. Les résumés, les FAQ, enfin, ce genre d'éléments, vous pourriez faire des tests voilà, pour voir si c'est mieux pris en compte et si vous avez plus de chances à la fin d'être cité par les moteurs de recherche. On va passer maintenant au topic cluster. Merci Romain, hyper intéressant. Topic clusters, c'est pas un sujet nouveau, puisqu'en SEO on en parle beaucoup, on parle souvent de cocon. Ici on parle de topic cluster, c'est globalement la même chose. Pourquoi c'est important d'en faire? Donc on va en parler, puis je vais donner un exemple sur les baleines, pourquoi pas. Et c'est important parce que les LLM, tout comme Google hein, par ailleurs, ont besoin de structure parce qu'elles ont un mode de fonctionnement cognitif qui a besoin de structure. Et en gros, si vous avez un site qui part dans tous les sens, pour le dire comme ça, les LLM ne vont rien comprendre, ils ne vont pas trouver les informations et clairement, vous n'allez pas être utilisé. Donc, le topic cluster, pour la faire courte, c'est clairement la meilleure façon de garantir à votre site qu'il soit adapté au langage des IA, pour le faire simple. Et donc d'être considéré ou reconnu en tout cas comme un expert sur un sujet ou plusieurs sujets. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il va falloir que vous organisiez vos thématiques sur votre site. Je dis vos thématiques parce que, évidemment, vous pouvez avoir des sites spécialisés sur une thématique et très bien. Et évidemment, il faudra bien organiser tout ça également. Mais vous pouvez évidemment vendre des chaussures, vendre des t-shirts et vendre des gourdes, j'en sais rien, et être expert sur les 3 sujets à partir du moment où vous organisez correctement votre information. Donc, ce qu'il faut quand même avoir en tête, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, les LLM, et c'est vrai aussi pour Google, on n'est plus sur le simple mot-clé ou les simples mots-clés isolés, mais on est vraiment sur, OK, c'est quoi l'intention dans la recherche? Donc ça, Google est très fort là-dessus, beaucoup progressé sur ces sujets sur ces dernières années. Et puis, c'est quoi la couverture thématique? C'est-à-dire que, en gros, ce qui intéresse aujourd'hui un LLM lorsqu'il va être face à un prompt, donc face à une intention, c'est qui couvre thématiquement le mieux le sujet traité, en tout cas la question posée dans le prompt. Donc,
comment on va faire le mieux, le plus efficace, le plus fonctionnel? Donc, c'est avoir un cocon, avoir un topic cluster. Donc, ça passe par une page pilier, c'est votre page principale. Exemple, la nutrition, la baleine bleue, si vous voulez, et vous allez avoir des articles secondaires, les krill qui sont consommés, la méthode de filtration par Fanon, ça sera des sujets secondaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça va bien aider pour la partie fan-out, bien entendu. Ensuite, comment vous allez faire pour développer votre autorité thématique? Bien, la seule façon de faire aujourd'hui, c'est bien entendu de traiter votre thématique de façon hyper exhaustive, donc à travers plein d'articles extrêmement spécialisés. Donc votre page pilier, en réalité, ça va plutôt être une page qui va être un petit peu superficielle. Vous allez traiter tous les sujets, mais de façon superficielle, sans entrer dans le vif du sujet. Et en gros, ça va être un peu votre sommaire. Et toutes vos pages secondaires vont permettre d'aller un peu plus au fond de chaque sujet, chaque sous-requête, afin d'augmenter comme ça votre source d'autorité et de la pondérer au maximum. C'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter la note dont je parlais, que j'ai demandé à ChatGPT et Gemini. Et puis surtout, en ayant un bon maillage, et en ayant une bonne structure, vous faites des économies de crawl. Enfin, les LLM et Google font des économies de crawl, puisque les liens entre les sujets permettent tout simplement de mieux comprendre la structure de votre site et de ne pas aller dans tous les sens et de tout devoir reclasser, etc., etc. Donc pourquoi Topic Cluster? Je finis là-dessus, mais en gros, lorsque, j'expliquais tout à l'heure, vous avez un prompt, vous avez des sous-requêtes, eh bien, en réalité, la page pilier, ça peut être vu comme la thématique globale qui va être traitée après en sous-articles, en sous-thématiques, et ces sous-requêtes finalement qui sont créées par les prompts, eh bien, il faudrait qu'elles soient traitées dans des articles. Idéalement, il faudrait qu'elles soient traitées soit dans des parties d'articles, soit carrément dans des articles. Alors, il y a des avantages à faire tout ça, de vrais avantages. D'abord, je le disais, vous allez augmenter le score d'autorité. Donc, votre autorité sémantique va être décuplée parce que vous traitez tous les sujets. Vous êtes exhaustif, vous êtes encyclopédique, si je puis dire. Donc, votre contenu sera priorisé par le RAG. Ensuite, ça va optimiser le chunking aussi, puisque l'étiquetage va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Et donc, les synthèses permettront de filtrer le bruit, donc il y aura moins de problèmes, en tout cas de moins d'hallucinations. Le renforcement du maillage interne, mais ça consolide le SEO, pas tant le LM, mais en tout cas, comme le SEO et le JO sont intrinsèquement liés, forcément, ça fera du bien pour le jus interne et mieux positionner vos contenus dans les SERP de Google. Donc, ça reste important, et je tenais à le dire ici, même si on se focalise beaucoup sur les LLM. Et puis voilà, s'assurer que la synthèse de l'IA soit réussie, qu'elle couvre bien le sujet et puis qu'on ne soit pas sur un résumé superficiel. Donc, je donne des bonnes pratiques. Donc, vous avez une page pilier. Comme je disais, elle doit être exhaustive mais superficielle. Donc, vous traitez tous les sujets mais de façon assez superficielle. Le titre, par exemple, baleine bleue, guide complet, record conservation. Donc, vous allez avoir des synthèses sur le régime alimentaire, sur les menaces, etc., etc. Vous allez avoir vos sous-thématiques ensuite. Donc, typiquement, les 6 records incroyables de la baleine bleue, l'analyse de régime alimentaire, etc., etc. Et puis après, vous allez devoir bien mailler. Alors, mailler, c'est hyper important, je le disais, pour le SEO, et c'est aussi hyper important pour la logique sémantique. Donc, typiquement, si par exemple, je parlais régime krill, vous avez le droit de faire un lien vers, par exemple, la migration, parce que la migration est motivée par l'alimentation. Donc, évidemment, vous pouvez mettre tout ce que peuvent manger les baleines, mais évidemment également tout ce qui est qu'est-ce qui motive d'aller migrer, donc de manger. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir dans votre maillage une vraie logique sémantique. Et donc, ne maillez pas, je dis n'importe quoi, des chaussures avec des téléphones. Voilà, ça n'aurait pas de sens, donc ne le faites pas. Mais vous ne vous empêchez pas de faire du maillage entre des chaussures et des bottines. J'en sais rien. Ensuite, j'ai donné pas mal de conseils sur comment on écrit, comment on rédige. Donc ça, c'est hyper important que vos contenus appliquent les bonnes pratiques de rédaction
que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis, donc, l'autorité et la preuve. Donc, faites référence aux études scientifiques quand vous avez des sujets. Vous avez le droit d'avoir vos propres études, vous avez le droit d'avoir vos propres chiffres, et même les LLM vont beaucoup aimer parce que vous allez donner des informations supplémentaires qu'elles ne connaissent pas. Donc, vous ne privez pas. Vous avez certainement beaucoup de data dans vos entreprises, mais utilisez-les si vous pouvez, bien entendu. Les LLM apprécieront d'autant plus. Donc voilà, à quoi ça peut ressembler. Vous avez la baleine bleue, on découpe des sujets, donc j'ai pris cela, biologie, écologie, conservation, etc. Et puis chaque sous-sujet, chaque sous-thématique, c'est dur à dire, va avoir, beaucoup de che, va avoir donc des sous-sujets. Donc là, j'en ai pris 3, il faut en avoir beaucoup plus, hein. Les 6 records, je parlais, morphologie, plongée et graisse, et puis là, les menaces, le réchauffement climatique, les collisions, etc. Donc, vous pouvez structurer comme ça. Et puis, il existe un monde où vous pouvez avoir encore des sous-thématiques, pourquoi pas, si c'est justifié. L'objectif, c'est d'être exhaustif et bien structuré dans votre information. Et voilà, pour moi. Et justement, enfin, Jérémy parlait des cocons sémantiques et tout, et moi j'ai une petite idée à vous soumettre là, pour terminer, c'est exploiter vos pages à facettes pour générer justement des pages pour vos cocons sémantiques géo-ready. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, hein, la logique. Donc d'abord, l'idée c'est, on a posé une question, voilà, une première question sur ChatGPT, hein, quel équipement pour surfer en Normandie l'hiver. Donc, on récupère les fan-out, comme Jérémy l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, on va analyser les questions et surtout détecter les correspondances avec nos pages à facettes. Donc, les pages à facettes, hein, pour rappel, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est une page de listing produit sur laquelle on va filtrer via des facettes, donc par exemple la marque, la couleur, ce genre de critères-là, pour avoir que les produits qui répondent à nos facettes. Donc, ici, on peut finalement se dire, des fois, sur des pages catégories, on va avoir des résultats avec des pages à facettes qui vont matcher à des questions qu'on a récupérées finalement dans les fan-out. Et un exemple, hein, qu'on peut corréler à une page à facettes dans l'exemple que je vais vous montrer après, c'est par exemple quelle combinaison de surf pour surfer l'hiver en Normandie. Ensuite, vous produisez vos contenus avec SMJ, donc tous les contenus que vous avez besoin de produire pour mettre dans la page, hein, des textes SEO, des titles, des métadescriptions, des FAQ, enfin vraiment tout ce dont vous avez besoin. Vous les déployez automatiquement dans Edge SEO. Et ensuite, comme le disait Jérémy à la fin, vous reliez bien toutes ces pages-là entre elles de manière logique pour que le LLM voit un ensemble qui représente un cocon qui soit tout logique. Ensuite, vous pouvez en plus les transformer en Markdown, hein, comme je disais tout à l'heure, pour que ce soit plus lisible à lire, et envoyer toutes ces URL dans un segment. Donc, je vais vous partager mon écran maintenant pour vous montrer un petit peu concrètement comment ça marche. Donc là, c'est la page du site Quicksilver que vous voyez à l'écran. Et donc ça, c'est la page finale. Donc c'est la première page que je voulais vous montrer avec donc des combinaisons de surf et surtout une facette 5,4 mm. Donc c'est l'épaisseur des combinaisons, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc plus elles sont épaisses, plus vous allez pouvoir aller dans de l'eau froide. Donc ça correspond finalement à une page que je pourrais utiliser dans mon cocon sémantique si je veux répondre à la question quelle combinaison de surf utiliser pour surfer l'hiver en Normandie, parce que les produits répondent finalement à cette intention de recherche. Cette page-là, je l'ai transformée et je l'ai pimpée, hein, pour cette requête-là, en modifiant le H1, en mettant un texte SEO, en mettant du maillage interne, évidemment en allant aussi modifier le title, la métadescription, la canonical, tous les tags voilà, fondamentaux pour le SEO, pour pouvoir ensuite l'intégrer dans mon cocon pour me positionner là-dessus. Comment je fais ça? Très rapidement, hein, encore, avec Edge SEO. La première chose, c'est que les contenus que vous avez générés sur SMJ, vous allez les importer dans une base de données interne, hein, sur data, on appelle ça data storage chez nous, pour pouvoir les utiliser. Donc là, vous avez tous les contenus qui ont été générés au préalable avec SMJ et qui ont été importés. Et ensuite, vous allez les réutiliser comme tout à l'heure, hein, dans une recommandation SEO, donc ici requête LLM, sur lequel vous donnez un nom, vous ciblez des pages. Donc là, c'est toutes les URL qui ont un /d dans la page. Vous rattachez la base de données
qui fait référence à vos données et que vous allez pouvoir réutiliser ensuite. Ici, on n'a pas besoin de récupérer des variables dans la page, mais sachez que vous pouvez aussi récupérer des variables dans la page et les réutiliser. Et ensuite, vous allez avoir tout un tas de recettes que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Donc là, je vais effacer et vous allez pouvoir remettre donc les données que vous voulez associer dans votre title. Donc là, on va remettre un nouveau title, on sauvegarde, une nouvelle métadescription, etc., etc. C'est le même principe pour toutes les mêmes recettes. Et à la fin, ça vous donne ce que je viens de vous montrer à l'écran, une page qui vous permet de essayer de vous positionner sur la requête du fan-out. Eh bien, c'est la conclusion. On va pouvoir passer aux questions. Juste 3 choses à retenir enfin, quelque chose, petites choses à retenir. Donc, adaptez vos contenus au LLM avec les bonnes pratiques que j'ai pu donner. Organisez votre site en topic cluster, c'est important. Tenez vos contenus à jour, bien entendu, Romain. Alors moi, c'est prenez soin de vos web perfs pour votre site, parce que comme on l'a vu, aussi bien en SEO, mais encore en plus en GEO, et c'est pareil, la web perf, c'est quand même un sujet important pour ranker. Le deuxième, c'est proposer dans une démarche de test and learn vos contenus en Markdown pour voir si ça a un impact ou pas. Spoiler alert, nous, on voit des gens qui le font. Peut-être que ça a un impact. Et enfin, utilisez vos pages à facettes, aussi bien pour vos concours sémantiques que pour du classique, parce qu'on voit souvent, c'est un vrai sujet en e-commerce. Les pages à facettes sont souvent soit tous indexées, soit pas indexées du tout. Et donc, grâce à Edge SEO, vous allez pouvoir faire ça de manière graduelle. Et surtout, mettez-vous en mouvement tout de suite, parce que c'est ça le message le plus important, finalement. Là, vous avez de la connaissance, vous avez appris certainement plein de choses, mais testez, testez, testez et toujours testez. Voilà. Super, merci beaucoup, Romain. On va prendre des questions. Il y en a plein, et puis elles sont stop, vos questions. Et certains sont challenge, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à voter. On va prendre la première, qui est donc Antonin, en complément de la question de Marianne. Marianne, la question, c'était autorité/crédibilité. Comment le LLM considère-t-il que notre contenu est crédible? OK. Donc, en complément, des outils nous permettent-ils de voir la notation de crédibilité, autorité, notre site par LLM pour une requête donnée? Alors, non. Donc, en gros, moi, la façon de faire, c'est j'utilise ChatGPT et Gemini en particulier, souvent en mode thinking, ou deep research sur Gemini, pour m'assurer qu'ils prennent le temps de réflexion, déjà, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Après, je fais un prompt où je pose la question, donc voici une liste de sites, classe-les-moi, donne-leur une note sur 5 en termes à tes yeux, est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce qu'ils font autorité sur le sujet de la pizza, par exemple. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des outils qui vont nous permettre de connaître le sentiment des réponses générées par ChatGPT, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est s'assurer qu'en gros, dans la réponse de ChatGPT, est-ce qu'on a un sentiment, en tout cas concernant notre marque, positif, négatif ou neutre? Mais à ma connaissance, je n'ai pas d'outil en tête comme ça qui va nous donner la partie sentiment, fiabilité, autorité. Nous, on le fait à travers des petits prompts, on fait des agents et qu'on adapte évidemment aux thématiques pour faire ça. Mais on a testé des dizaines d'outils. Je n'ai pas vu passer ça, mais je peux passer à côté. Question suivante, c'est pour qui? J'ai l'impression que les règles sont exactement les mêmes que celles du SEO. Qu'est-ce qui diffère vraiment? Existe-t-il un outil comme WordPress version LLM? Je réponds, Romain, ou... Ouais, moi, j'ai juste En vrai, il y a beaucoup de fondamentaux qui sont les mêmes pour le JO, mais après, il y a quand même des choses qui diffèrent. Et finalement, c'est assez nouveau. Donc, j'imagine qu'avec le temps, il va y avoir plein de choses qui vont commencer quand même à peut-être un petit peu à se scinder. Parce qu'on parle des chatbots AI, ChatGPT, Perplexity, Gemini, mais à mon sens, c'est qu'une étape. Demain, on va avoir les agents autonomes qui vont dialoguer entre eux, en fait, finalement, sans passer par des interfaces web. Et là, ça va être encore une autre logique. Donc, va falloir s'adapter à ce genre
de nouveaux challenges. Et donc, je dirais oui et non, quoi. Une réponse de Normand, allez, on va dire. Je te laisse compléter. C'est ça. Donc, Jennifer, vous avez tout à fait raison. Le SEO et le JO, c'est extrêmement proche. Et de toute façon, on ne peut pas faire du JO sans SEO et vice-versa aujourd'hui. Ça serait complètement se monter. Donc ça, c'est la première chose. Il y a quelques petites choses qui peuvent un petit peu changer. Donc les fondamentaux du SEO, ça, clairement, c'est fondamental, pour le dire comme ça. Il y a quelques ruptures, surtout éditoriales. En gros, c'est un peu ce que j'expliquais. Donc, vous avez besoin de modéliser les concepts afin qu'ils soient exploitables par l'IA. Donc, le chunking, s'assurer que vos contenus soient bien chunkés ou chunkables et avoir des contenus très simples. En réalité, c'est plutôt là que ça se joue qu'ailleurs. Après, il va y avoir des sujets qui vont être sur votre notoriété, comment on parle de vous en dehors de votre site, bien entendu, comment on parle de vous sur les réseaux sociaux, comment on parle de vous, c'est quoi les avis, et comment on parle de vous sur d'autres sites, etc. Donc ça peut jouer, ça c'est important. Mais finalement, c'est quelque chose qui compte aussi en SEO. Donc après, il y a la partie technique qui est un petit peu la web perf qui est un peu plus importante en LLM. Alors, très importante à SEO, mais LLM, il y a quand même la course à l'échalote également. Donc il y a peut-être une petite différence là-dessus. Et puis la grosse différence que je verrai moi, ça va être plutôt la partie comportement des robots. Les robots DLM ne se comportent pas comme ceux de Google et donc il y a possibilité d'avoir des stratégies un petit peu complémentaires ou en parallèle en fonction du comportement des robots. Mais là, on rentre dans des considérations très, très techniques. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, pourquoi pas un jour. Alors, la question d'après, on code comment en Markdown? C'est pour toi. Avec WordPress, par exemple. En fait, le format Markdown, hein, c'est vraiment un format très simple. En gros, je vais schématiser pour les balises de type de niveau H1, H2, H3, H4. C'est juste des dièses pour dire, voilà, c'est un type de niveau 1, deux dièses pour dire c'est un type de niveau 2. Vous avez une syntaxe pour faire des liens. Les listes à puces, c'est juste des tirets. En fait, c'est vraiment une syntaxe très simple qui donne quand même du contexte. Vous pouvez mettre des gras aussi avec des étoiles. Tu cherches sur Internet, hein, honnêtement, tu vas avoir la structure de toutes les balises Markdown, hein, entre guillemets. Et avec WordPress, j'imagine qu'il doit exister des plugins. Hein. Très honnêtement, je pense que si ça n'existe pas, restez à l'affût. Il y a des gens qui vont en créer, à mon avis, hein, parce que c'est quelque chose qui va, à mon sens, en tout cas, servir dans le futur hein, pour les bots AI. Donc voilà, on code tout simplement. Mais là, l'idée, moi, la démo que je montre, c'est de le faire automatiquement. Parce qu'il y a une question qui a été posée qui était assez intéressante et j'ai répondu directement dans le thread. Pour les plus vieux hein, qui ont connu AMP, c'est un format qui a été développé par Google pour le mobile, qui nous obligeait finalement à créer une nouvelle version de notre site pour être présent dans les SERP sur mobile. C'était chiant parce qu'il fallait maintenir deux versions. Dès qu'il y avait une modification à faire sur le desktop, il fallait remodifier aussi sur la version AMP. Là, c'est un peu la même chose avec le Markdown. Finalement, vous devez quand même maintenir deux versions. Avec des solutions comme je vous ai montré, en vrai, c'est automatique. Dès que vous modifiez quelque chose sur votre origine, hein, sur le site d'origine, nous, ça va le faire automatiquement sur la version Markdown. On a des algorithmes qui modifient tout ça de manière automatique. Vous n'avez pas à vous prendre la tête avec tout ça. Top, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait du changement peut-être dans les questions. Marianne, alors, si mes clients n'ont pas de compte payant pour leur chat GPT et compagnie, est-ce que le LLM est tout de même capable d'aller chercher l'info fraîche dans ma page ou est-ce qu'il se cantonne aux données sur lesquelles il a été entraîné d'attendre il y a 3 ans? Alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte payant de ChatGPT. Hein. En gros, les LLM, ils visitent votre site, ils prennent toutes les informations. Alors, vous avez le droit de dire non. Hein. Il y a des façons. Vous pouvez bloquer l'accès aux robots, bien entendu, mais les LLM se gavent.
récupère toutes les informations. Donc ça, c'est la partie connaissance. Et après, évidemment, sur la partie, ce que j'expliquais, fan-out, récupération des informations en direct, là, vous pouvez soit bloquer, mais il n'y a pas besoin de payer ChatGPT pour qu'il aille chercher les informations du tout. Il y accède via les SERP, via l'API Google. Enfin, voilà, il se fait plaisir. C'est à vous, après, de décider techniquement si vous voulez qu'il accède ou pas à vos pages. Donc, évidemment, on vous invite à le faire si vous voulez de la visibilité. Alors, c'est encore pour moi. Le topic cluster ne présente-t-il pas un risque de cannibalisation SEO, étant donné que plusieurs pages peuvent partager des mots-clés, informations similaires, même à différents niveaux de détail? Alors, si c'est pas très bien fait, oui. Donc, en effet, un topic cluster, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, topic cluster, il y a des solutions, évidemment, pour automatiser, pour aider à structurer, etc., etc. Mais il faut toujours un regard humain pour s'assurer que, en effet, il n'y a pas de redit, qu'il n'y a pas de risque de cannibalisation en SEO. Et qu'en effet, ce ne soient pas les bonnes pages qui ressortent ou qui ne ressortent pas du tout. La cannibalisation, ça peut évidemment nuire à la qualité de votre indexation, en tout cas de votre positionnement dans les SERP. Donc en effet, il y a un risque, il faut juste être extrêmement prudent et s'assurer que vous n'empiétez pas sur les sujets sur le même sujet d'une page à l'autre. Vous allez avoir des pages qui vont être spécialisées, et puis vous allez avoir des pages un peu au-dessus qui vont être moins spécialisées, un peu plus superficielles, et là, vous évitez évidemment tout problème de cannibalisation. Est-ce que la page Wikipédia aide à se positionner sur les LLM? Alors, je ne suis pas sûr de... Moi, je dirais, en gros, sur des critères d'autorité. C'est quand vous avez des liens qui arrivent de Wikipédia, ça renforce un peu votre autorité. Donc, d'une certaine manière, vu que c'est important pour les LLM, en fait, le LLM, lui, il veut répondre correctement. Donc, il veut s'assurer à chaque fois que les sources qu'il va citer soient bonnes. Parce que c'est important, c'est la crédibilité, finalement, de tous ces outils-là. Donc, en tout cas, moi, je dirais, d'une certaine mesure, ça peut avoir un impact quand même d'avoir des petits liens quand on est d'avoir des petits liens depuis Wikipédia, quoi. Oui, je ne suis pas sûr que... je sais C'est pas, peut-être pas ça, ouais, la question, peut-être que est-ce que c'est la page Wikipédia de votre marque? Est-ce qu'elle aide? C'est peut-être ça la question. Donc oui, dans tous les cas, mais alors, oui, ça va vous aider à vous assurer qu'on parle bien de vous. Parce que c'est vous qui gérez votre page Wikipédia normalement. Mais c'est vrai que c'est plutôt le lien qui va aider, mais encore une fois, c'est pas non plus c'est pas ça qui va changer la donne, clairement, d'avoir une page Wikipédia. En revanche, sur votre marque, en revanche, si d'autres pages envoient des liens vers vous, si ça peut être intéressant pour le coup, comme tu l'expliquais, Romain. On va déborder un petit peu. Éviter le contenu répétitif. Est-ce que cela ne se contredit pas vs les bonnes pratiques du SEO classique? Camille, éviter, j'ai dit ça peut-être, oui, je ne me rappelle plus dans quel contexte je l'ai dit, mais ça avait l'air intéressant. Contenu répétitif, donc oui, il faut l'éviter. Ah oui, je comprends, oui. Donc, dans les paragraphes, en effet, d'éviter de revenir sur les mêmes sujets, etc. Donc, l'idée, c'est un paragraphe, une idée. Une fois que l'idée est traitée, vous ne revenez pas dessus. C'est ça que j'essaie de dire et que j'ai mal exprimé. C'est plutôt, voilà, si vous avez une idée, vous avez un paragraphe, vous allez bien l'expliquer, et puis après, vous ne revenez pas dessus. Alors, vous pouvez faire une mention, bien entendu, comme j'ai dit plus haut, mais l'objectif, c'est vraiment une idée, un paragraphe. Comme ça, vous avez votre chunk qui est bien efficace. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux votes? Donc, il y a beaucoup de questions pour moi. Je suis désolé. Pas de problème, t'inquiète. Moi, j'ai répondu, il y a moins de bots dessus, mais j'ai répondu au fur et à mesure. Okay. La manière d'un LLM de comprendre le contenu change vis-à-vis d'un moteur de recherche classique, mais j'ai l'impression que les solutions sont très similaires au SEO classique. Y a-t-il de grosses différences? Non, comme on disait tout à l'heure, bien appliquer les conseils éditoriaux, contenu simple, une idée par paragraphe, ça c'est fondamental, mais ça sera aussi très efficace pour le SEO. Il faut bien avoir aussi en tête, ce qu'on ne dit pas. Alors d'abord, il y a AIO et AIMod qui vont pas tarder à arriver en France, donc on sera vraiment sur un univers Google très LLM.
Mais de toute façon, aujourd'hui, la façon dont Google appréhende les sites, il a une appréhension très LLM. Il y a un nouvel algorithme dont je viens de perdre le nom, qui est arrivé en juin, qui fonctionne très comme les LLM, tout simplement. Mureva, Donc, peut-être? pardon? C'est ça, oui. Mureva, peut-être? Mureva, exactement. Donc, clairement, oui, ce que vous ferez bien pour les LLM, ça sera bien pour Google, dans tous les cas. Allez, on prend une dernière question. On prend une question pour toi. Hein. Allez, vas-y. Ah, mais tu as déjà répondu. Ah oui, tu as répondu directement. Eh ben, ça sera une dernière question. À quelle mesure les LLM prennent-ils encore en compte la polarité d'un site via le netlinking? Sont-ils capables de distinguer des backlinks naturels? Ah, très bonne question. Et de stratégies artificielles lorsqu'ils évaluent l'autorité d'une source. Alors, les LLM, ils apprécient ils tendent à apprécier l'autorité des sites à travers la mention des marques, donc sur les sites externes. Donc, si par exemple vous recevez des liens avec votre marque dedans, ou même des URL, eh ben, clairement ça fait une mention. Alors évidemment, ce qui est dit de vous dans ce contenu externe, c'est important. Si on dit que vous êtes très nul et qu'il ne faut pas aller surtout sur votre site, ben, ça nuira à votre notoriété. Mais clairement, ça compte en effet le netlinking pour votre popularité. Et puis ce qui compte aussi, et aussi de plus en plus pour Google d'ailleurs, c'est juste être mentionné sans lien, que votre marque soit mentionnée. Donc, historiquement, en SEO, ce qu'on faisait, si par exemple vous vendiez des chaussures Jordan, ben, vous veillez à faire des liens chaussures Jordan ou un peu de longue traîne, chaussures Jordan rouges en 43. Mais ce qui est important, évidemment, ça va être la mention de votre marque pour les LLM et ça va conduire à votre popularité, à votre notoriété. Voilà. Est-ce qu'ils sont capables de distinguer des backlinks naturels plutôt qu'artificiels? Très honnêtement, non. Pas à ce stade, en tout cas. Tout comme Google, si c'est bien fait, c'est OK. Si c'est mal fait, ben, comme Google. En tout cas, Google, lui, il risque de vous pénaliser. Les LLM, à ma connaissance, ils n'ont pas encore ce niveau de connaissance. En tout cas, ils ne cherchent pas à attaquer ce sujet pour. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Voilà. Désolé, on n'a pas le temps de répondre à tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn pour qu'on réponde à vos questions, celles qui n'ont pas été répondues, ou si vous en avez d'autres, bien entendu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être venu. Et surtout, merci beaucoup, Romain, pour ton travail et ta sympathie. Merci à toi, Jérémy, pour l'invitation. Et comme l'a dit Jérémy, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur LinkedIn. Et voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.